Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous terminons aujourd'hui l'analyse de la charte de l'environnement de 2004, intégrée donc en 2005, je crois d'ailleurs, à la Constitution, au bloc de constitutionnalité. Aujourd'hui donc, analyse de l'article 10 et peut-être une somme également de l'ensemble de cette charte de l'environnement que je propose à Christian de nous présenter maintenant. Très bien. Et je vais présenter d'ailleurs cet article 10 en parallèle. Très bien. Alors, donc l'article 10 dit tout simplement: la présente charte inspire l'action européenne et internationale de la France. Et on indique la loi constitutionnelle numéro 2005-205 du 1er mars 2005, qui est la loi constitutionnelle qui a intégré la charte donc à la Constitution. Alors, donc cet article 10 ne dit pas grand-chose, si ce n'est que ce qu'on avait déjà lu dans les articles précédents, et notamment dans l'article 8, qui disait que l'éducation et la formation devaient contribuer à exercer les droits et devoirs de la charte. Et bien là, on étend finalement cette prescription, si on peut dire, à l'international, Europe et international. Alors, je pense qu'il est bon de revenir à cette occasion sur la façon dont cette charte, en fait, est apparue. Charte est apparue, on en a déjà parlé un petit peu, mais il me semble qu'il y a quelques éléments supplémentaires qui sont pertinents par rapport à cette conclusion de synthèse que je vais vous proposer. C'est Jacques Chirac qui a annoncé ce projet de charte dans l'environnement dans un discours qu'il avait fait à Orléans le 3 mai 2001 et qu'il avait repris ensuite en tant qu'engagement pendant sa campagne présidentielle de 2002. Il avait opté pour une révision constitutionnelle et sans pour autant, dans un premier temps, savoir si ça allait, choisir si ça allait être fait par la voie parlementaire ou par la voie du référendum. Alors, il avait pensé dans un premier temps faire un référendum, mais donc il avait eu déjà quelques petites secousses référendaires avant, et il a eu un petit peu peur que ça se retourne contre lui. Donc finalement, c'est la voie parlementaire qui a été choisie. Le texte du projet de cette révision constitutionnelle a été préparé pendant à peu près 4 ans par une commission d'experts, présidée par Yves Coppens, ça l'a déjà dit. Mais à cette voie technocratique habituelle s'est ajouté, il a voulu ajouter une procédure qu'il avait annoncée comme étant démocratique et donc inhabituelle pour l'époque. Alors comment ça s'est passé ? Il y a d'abord une consultation qui a été lancée à destination d'acteurs régionaux et nationaux. Il y avait environ 55 000 acteurs nationaux et régionaux, sous la forme de questionnaires à disposition sur un site internet spécialement dédié à l'élaboration de cette charte. Et ça a reçu, ce questionnaire, il a reçu 11 000 réponses. Parallèlement, et c'est là qu'on prend encore cette procédure annoncée comme étant démocratique, sur le thème « Participer à l'écriture de la charte de l'environnement », il y a eu des ateliers régionaux qui sont organisés du 29 janvier au 5 avril 2003, alors pas énormément, il y en a eu 10 en métropole et 4 en Outre-mer, qu'on avait voulu, qu'on avait présenté comme devant être des communions entre le monde scientifique, entre le monde politique et la population, les citoyens. Mais dans la réalité, la répartition autoritaire des thèmes autorisés, alors, confère le grand débat national de 2022, 2021, je ne sais plus, où là aussi, il y avait des thèmes autorisés et pas d'autres. Et donc, cette répartition autoritaire, de fait, elle occultait les aspects essentiels, dont l'énergie nucléaire, notamment. Et
on va dire, l'unilatéralité des discours institutionnels, le manque de temps. Et bien, ça a contribué à, disons, donner définitivement l'apparence d'une farce démocratique, de la farce qu'on a appelée, moi j'aime l'appeler la farce de la démocratie participative, où les soi-disant citoyens d'ailleurs n'étaient en réalité que des représentants, et sont toujours des représentants d'associations financiers subventionnés par l'État. Voilà. En plus, on peut dire que cette consultation locale, bon, c'était en fait qu'une apparence de participation au sens juridique du terme. Parce que la participation suppose en effet que l'autorité publique produise un avant-projet révélateur de ses intentions, qu'il soit soumis à la critique publique et que toutes les options restent ouvertes. Alors ça a été déjà annoncé par la convention d'Aarhus. Aarhus, c'est une ville au Danemark. Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, qui est une convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès en justice en matière d'environnement, notamment l'article 8. Je vous cite cette convention d'Aarhus parce que Chirac, enfin la commission Coppens, s'est basée sur cette convention pour dire « nous allons faire une consultation citoyenne ». Alors cet article 8 de cette convention européenne d'Aarhus, elle indique un certain nombre de choses. Alors très rapidement, elle dit que chaque partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié, et tant que les options sont encore ouvertes, c'est-à-dire encore en haut, on n'a pas déjà décidé ce qu'on allait faire, durant la phase d'élaboration par les autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Vous allez voir cette convention d'Aarhus, c'est comment est-ce qu'il faut faire lorsqu'on fait une convention citoyenne sur l'environnement. En 1998, on avait déjà planché au niveau européen là-dessus. Et la convention d'Aarhus continue en disant que, à cet effet, pour que voilà, chaque partie puisse s'employer à promouvoir une participation effective, il y a 3 conditions. Il faut fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective. Or là, les délais ont été, il y a eu simplement 2 ou 3 mois. Voilà, la participation, ça s'est fait au pas de course. Deuxième condition, publier un projet de règle ou mettre celui-ci à la disposition du public. Voilà, ce qui n'avait pas été fait. Et troisièmement, donner au public la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organes consultatifs représentatifs. Donc c'est cette consultation citoyenne dans le cadre de l'élaboration du projet de la charte de l'environnement n'a pas du tout respecté les principes naissants de cette convention européenne qui avait pourtant été élaborée précisément dans le cas où une nation voudrait élaborer une charte sur l'environnement. Alors, en réalité, rien n'avait filtré officiellement des intentions gouvernementales, ni même des organes consultatifs, ce qui fait qu'il y avait un décalage entre ceux qui savaient et ceux qui en parlaient. Et d'ailleurs, les choses sérieuses se jouaient uniquement à Paris, et les acteurs citoyens même, les acteurs subventionnés, s'en sont rendus compte, ils ont répugné à se déplacer. Pourtant, c'était des responsables d'associations subventionnées, et ont rechigné à discuter sur des points qu'ils avaient déjà jugés, déjà acquis ou écartés au niveau central, par exemple le nucléaire, on n'en parlait pas. Bon, donc on avait créé un paravent de participation, mais en fait c'est le jeu technocratique classique qui s'est joué. Alors, le projet de loi il a été approuvé par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, le Parlement s'est réuni ensuite et a entériné une écrasante majorité, 531 voix contre 23, le projet de loi constitutionnelle, et donc la Constitution a été modifiée par cette
cette loi constitutionnelle du 1er mars 2005. Il faut noter que cette modification constitutionnelle qui introduit la charte modifie aussi 2 articles de la C58, de la Constitution de 58. Elle modifie l'article 34. Article 34, on aura largement l'occasion d'en reparler lorsque nous ferons l'analyse critique de la C58. L'article 34, il est importantissime puisqu'il définit le domaine de la loi. Hein, il commence comme ça, la loi fixe les règles concernant, et puis il y a une énumération. Voilà, alors, on a ajouté dans l'énumération de ce que la loi a le droit de faire, la préservation de l'environnement. La préservation de l'environnement, hein, pas autre chose. Voilà. Parce qu'on va voir que, en synthèse, que dans la charte, il y a cette affaire de développement durable. Là, on ne parle que de la préservation de l'environnement qui a été ajoutée en tant que domaine dont la loi doit fixer les règles dans le cadre de l'énumération du préambule de l'article 34 de la Constitution. Et puis, bon, évidemment, il modifie le préambule lui-même de la Constitution de 58, puisque on avait jusqu'à présent simplement le peuple français proclame son alignement, son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmé et complété par le préambule de la Constitution de 1946 et dans la Charte de l'environnement. Voilà. Alors, après ce petit rappel historique qui quand même replace à la fois, qui reprécise à la fois les conditions dans lesquelles cette charte a été élaborée et ce qu'elle a impacté au niveau de la C58, quel jugement on va porter sur cette charte? Alors, jugement sur l'article 10, mais en fait, ça va être un jugement global sur cette charte, notation qui s'ajoutera aux différentes notations particulières qui ont été attribuées à chaque article. Alors, moi, j'y vois personnellement 2 problèmes qui vont générer 2 vétos globaux. Le premier problème, c'est la confusion entre environnement et développement durable. Alors, environnement, le mot environnement, il est cité pratiquement dans tous les articles de la charte. Le développement durable, lui, n'est cité que 2 fois. Et donc, ça pose, à mon sens, 3 questions. Qu'est-ce que c'est que la protection de l'environnement ? Qu'est-ce que c'est que la mise en valeur de l'environnement? Parce que je dis que l'environnement est cité dans tous les articles, mais il est cité des fois au titre de la protection de l'environnement, et à d'autres moments, il est cité en termes de mise en valeur de l'environnement. Et puis, la troisième question, c'est qu'est-ce que c'est que le développement durable? Alors, pour les 2 premières questions, qu'est-ce que la protection de l'environnement et qu'est-ce que la mise en valeur de l'environnement? Les réponses sont claires. Il me semble qu'il n'y a pas besoin d'explications complémentaires. La protection de l'environnement, c'est faire en sorte que le cadre naturel qui nous entoure ne soit pas abîmé. Et la mise en valeur de l'environnement, c'est faire en sorte que ce cadre continue à prospérer, voire continue à se développer sous sa forme la plus naturelle et la plus agréable pour l'homme possible. Par contre, pour le développement durable, nous n'avons pas de définition qui saute aux yeux. Alors, dans la mesure où nous n'avons pas de définition qui saute aux yeux, on va essayer de savoir s'il est défini quelque part, notamment dans la charte qui l'introduit finalement. C'est la charte de l'environnement qui introduit la notion de développement durable. Alors, on va chercher dans cette charte et on va trouver 2 articles qui vont peut-être nous aider à comprendre ce que le rédacteur constitutionnel entend par développement durable. C'est tout d'abord, alors, pas un article, mais la prémisse. On sait que cette charte, elle est constituée en 2 parties, 8 prémices et 10 articles.
Donc c'est la prémisse 7 qui dit que, afin d'assurer un développement durable, pour assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Voilà. Donc, c'est une définition qui est très vague. Moi, qui me fait penser un petit peu à la définition de la liberté dans l'article 4, je crois, de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui dit la liberté n'a de borne que celle qui empêche aux autres d'exercer ses droits, quelque chose dans ce genre-là. C'est une formulation qui ne permet pas vraiment de comprendre, parce que qu'est-ce que c'est que les générations actuelles doivent faire des choix qui ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à faire les leurs. Bon, c'est le même type de formulation qui est très vague et qui ne donne pas, en tout état de cause, qu'on ne peut pas qualifier de définition. Ensuite, l'article 6 nous dit « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection de l'environnement, la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » Donc là, on a quand même une espèce de définition. Le développement durable, c'est, deux points, la protection de l'environnement, plus la mise en valeur de l'environnement, plus le développement économique, plus le progrès social. Bon, ça, c'est un genre de définition. Une espèce d'équation même. Bon. Or, cette équation impossible, on en a déjà parlé, concevoir le développement économique et le progrès social, on a constaté que l'histoire a constaté que c'était impossible, voire mensonger, parce que c'est impossible si on est gentil, mensonger si on pense qu'il y a une intentionnalité d'énoncer une chose fausse. Et donc, à partir de là, se pose la responsabilité pénale du législateur. Parce qu'on a parlé, alors pas dans le cadre du cercle du renouvellement constitutionnel, mais dans le cadre notamment de l'association en constitution, de la responsabilité pénale des ministres, des dirigeants, la responsabilité pénale des membres de l'exécutif. Mais quid de la responsabilité pénale du législateur? Alors, a priori, ça paraît quelque chose qui n'est pas possible, on n'en parle jamais, mais lorsque on constate ou on est convaincu qu'une loi ou qu'une constitution énonce des choses qui peuvent être toxiques, la notion de responsabilité pénale du législateur, à mon avis, doit être évoquée. La question, c'est donc, mais comment est-ce qu'on peut la qualifier? Comment est-ce qu'on peut qualifier cette responsabilité pénale? En cherchant dans ce qui existe. Ce qui existe, il n'y a pas grand-chose. Il y a le crime contre l'humanité, qu'on va trouver dans le code pénal. Le crime contre l'humanité, il concerne principalement deux articles. C'est le 211.1 qui énonce le génocide. Bon, c'est pas ce dont on parle, c'est pas un génocide. L'article 212, donc 211.1, génocide. L'article 212.1, il y a une énumération de 11 infractions qui sont constitutives du délit de crime contre l'humanité. On va trouver l'atteinte volontaire à la vie, l'extermination, la réduction d'esclavage, etc., etc. Rien quand même qui puisse s'approcher même de loin de ce mensonge. Voilà. Bon. Donc, on ne va rien trouver dans le code pénal. On va trouver quelque chose dans le code de la consommation, parce que le code de la consommation pénalise la tromperie. C'est la tromperie en matière commerciale, c'est qu'on annonce quelque chose, et puis que, en fait, on vous vend autre chose. Bon, et là, finalement, donc la Charte de l'environnement, par l'intermédiaire de ces articles 6 notamment, nous vend quelque chose qui est mensonger.
Donc, on pourrait attaquer le législateur en assimilant, disons, la vente d'un projet politique à la vente d'un produit commercial. Alors, c'est une extension, personnellement, qui ne me ferait pas peur, mais qui reste quand même à je dirais, argumenter un petit peu plus complètement. Donc, en fait, pour pouvoir qualifier cette responsabilité pénale du législateur, il faudrait créer un délit. Créer un délit, c'est-à-dire modifier le code pénal, hein, et créer par exemple le délit de forfaiture politique. Alors le délit de forfaiture politique, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans l'histoire de la responsabilité pénale des dirigeants. À d'autres époques, pas si lointaines d'ailleurs, on a condamné des hommes politiques pour des forfaitures, pour des trahisons, qui n'avaient rien à voir avec de la conclusion ou de l'abus de biens ou de détournement d'argent public, mais réellement pour des mauvais coups politiques. Et là, il s'agirait en quelque sorte d'établir un délit ou un crime à voir, de forfaiture politique en tant que trahison du mandat social, trahison du contrat social, qui en fait consisterait à obliger le peuple par la voie coercitive, c'est-à-dire aussi bien législative, création d'une loi, que opérationnelle, c'est-à-dire commandement de l'exécutif à faire quelque chose. Donc obliger le peuple à s'engager dans une voie sans issue, en ayant la pleine connaissance de cette issue, donc avec préméditation, dans un but de gain personnel, de prestige, de situation ou est financier. Voilà, donc c'est une suggestion que je fais de créer un crime ou un délit de forfaiture politique dans un cas dont je viens de donner le principe général, mais qui s'appliquerait en fait à cette vente du développement durable qui est la vente de quelque chose de mensonger, enfin d'impossible si on est gentil, de mensonger si on veut être plus dur. Et puis le deuxième veto, le deuxième problème qui débouche sur un deuxième veto global. Oui, alors donc, je veux dire que cette apparence de forfaiture politique, cette probabilité de requalification en forfaiture politique nécessite bien entendu un veto global pour l'ensemble de la charte. Deuxième veto global, c'est pour un autre motif, celui-ci, c'est pour le motif d'institutionnalisation d'une propagande d'État au niveau national et, on l'a vu dans l'article 10, élargie à l'international. Alors, qu'est-ce que c'est que cette institutionnalisation d'une propagande d'État? C'est le fameux article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elle concilie la protection et la mise en valeur de l'environnement. Et puis, l'article 8, surtout, qui enfonce le clou en disant que c'est l'éducation et la formation qui doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente charte. Alors, au niveau de l'existant, sur quoi on pourrait se baser? On pourrait éventuellement se baser sur la loi du 9 décembre 2005, la loi concernant la séparation de l'Église et de l'État, qui dit que la République assure la liberté de conscience, qu'elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées, voilà, que la République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte, voilà, et que les établissements de culte sont soumis, etc., etc., etc. Alors, pour cela, il faudrait assimiler la promotion, la valorisation de la profession de foi sur le développement durable comme quelque chose de religieux. Alors, on en a déjà parlé, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense que c'est la réunion précédente ou celle d'avant dans laquelle nous avons assimilé en fait cette promotion du développement durable à une religion. Plus
disons plus concrètement, il faudrait également créer une infraction. Créer une infraction comme j'ai proposé de le faire pour le premier délit. L'infraction à créer, ce serait le délit de propagande scolaire. Délit de propagande scolaire, délit qui réprimerait, enfin ce délit qui viserait à réprimer toute mise en place par un gouvernement et par l'intermédiaire de son ministère de l'Éducation nationale, toute mise en place par un gouvernement d'un enseignement obligatoire au sein de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, universitaire, qui viserait à transmettre en tant que vérité objective une appréciation subjective des enjeux sociétaux du monde actuel, issue, cette vision subjective des enjeux sociétaux, issue des options politiques prises par le pouvoir en place. Et notamment, deux choses. Notamment, l'instruction civique, ou une instruction civique visant à faire valider par l'élève tout simplement les termes du corpus législatif en vigueur et de ce fait lui en imposer le contenu de la notion de comportement citoyen, d'une part. Et d'autre part, alors bon, cette fameuse formation dite à l'environnement, instituant en projet de société un développement économique éternellement durable, alors que la réalité des lois physiques conduisent inéluctablement à la régression économique par suite de la raréfaction progressive des ressources énergétiques et minérales. Donc, cette infraction de propagande scolaire, qu'on a commencé déjà à pressentir avec l'instruction civique obligatoire à l'école et qui d'ailleurs prend toute son actualité puisque je pense que dans le dernier communication du président Macron, il a dit qu'il allait renforcer, augmenter le nombre d'heures de cours d'instruction civique. C'est-à-dire le nombre d'heures de cours où on va expliquer aux citoyens qu'il faut bien respecter ce qui est écrit dans la Constitution. Et que ce qui est écrit dans la Constitution, c'est une valeur aussi axiomatique, enfin une valeur aussi réelle, aussi concrète que le théorème de Pythagore. Et d'autre part, quelque chose qui est plus lié directement à la charte de l'environnement, c'est cette comment dire, universalité du développement durable comme devant s'appliquer à toutes les missions ministérielles, tous les domaines de l'action publique, alors que le développement durable est quelque chose qui est mensonger. Voilà, voilà donc ma conclusion sur la charte de l'environnement. Je vous remercie. Merci Christian. Bon, moi, je veux bien démarrer éventuellement, pour une fois. Alors, je finis de noter un truc. Alors, donc c'est très bien d'avoir fait justement cette synthèse un petit peu et ces deux vétos sur lesquels je reviendrai. Je regrette seulement que tu n'aies pas relevé sur cet article 10 qui est certes extrêmement court, ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Je vais le réafficher rapidement. Et, la présente charte inspire l'action européenne et internationale de la France. Bon, je dirais quand même qu'on est totalement dans le cadre du vœu pieux et l'emploi du verbe inspire, c'est vraiment le truc qui veut absolument rien dire. C'est-à-dire que là, on est plus que dans le flou, là, dans l'imprécision, on est dans le fumeux total. Donc, je pense quand même que ça mérite en soi une pénalité. De dire, bah, c'est quoi un principe comme ça qui n'a aucune substance? Soit il est en trop, soit enfin, il ne sert absolument à rien, quoi. Donc, c'est très. Je pense que ça, c'est un petit complément que je me permets, me semble important. Sur ce que tu as dit par ailleurs sur la synthèse, déjà sur la méthode,
oui, ben, je vais revenir sur cette notion de démocratie participative. C'est vraiment l'oxymore parfait, c'est-à-dire c'est démocratie, pouvoir du peuple, mais du coup, on te fait participer à quelque chose où tu aurais déjà normalement le pouvoir. Donc, c'est totalement une expression totalement contradictoire en elle-même. Soit tu as le pouvoir et tu vas participer parce que tu es déjà dedans, bah, soit tu participes et du coup, tu n'as pas le pouvoir. Donc, c'est vraiment une expression qui est contradictoire, oxymorique. Et, et là, vraiment, alors, toutes ces conventions aussi, ça relève un petit peu de la même tambouille, de faire croire en fait que l'on fait participer les gens, donc qu'on est vraiment dans la démocratie. Or qu'au contraire, c'est le moyen de mettre fin à ce qu'il peut y avoir de démocratique dans les constitutions actuelles. Donc ça, c'est vraiment très important parce que ces notions de convention, de démocratie participative sont très à la mode et je pense que vraiment le dénoncer est tout à fait essentiel. Pour ce qui est des deux vétos que tu as émis, deux vétos globaux, alors sur le premier, sur la notion de tromperie du législateur, avec l'introduction d'une responsabilité pénale, or qu'aujourd'hui, il n'y a que la responsabilité politique, hein, qui est... Alors, j'avoue que je sais pas. Je suis assez partagé sur cette notion-là de pénaliser. Oui, je sais pas. Il faut vraiment montrer qu'il y a une volonté de tromperie, etc., une volonté collective qui n'aurait pas été dénoncée. Enfin, je sais pas. Moi, je préfère vraiment le débat public et dans ce cas-là, l'instauration du RIC, hein, notamment le RIC abrogatoire, législatif. Enfin, ils sont tous les deux ou approbatoires, donc du coup, enfin, législatif d'une manière générale, qui permet de manière beaucoup plus directe, en fait, d'avoir un débat public et qui permet de rester dans le champ politique. Je me méfie quand même de vouloir réglementer le débat politique par des méthodes simplement judiciaires. Donc bon, voilà, je serais plus pour renforcer la démocratie plutôt que de pénaliser ce genre de choses. Donc voilà, c'est une première chose. Mais bon, il y a un veto, ça ne remet pas en cause ton veto que tu proposes sur la tromperie du législateur qui est avéré, nous l'avons vu. Sur le deuxième veto, là, je pense qu'il est vraiment important, celui-là, parce que effectivement, dans le domaine de la propagande, et de la propagande officielle. Ah, il y a un écho là d'un seul coup. Et de la propagande officielle. Et là, c'est extrêmement grave, là, effectivement, de se servir tant de la sécurité, tant de l'environnement, tant de la santé, etc., pour en fait nous faire aller de plus en plus vers un système réellement totalitaire, puisque tu n'as plus la liberté de penser ce que tu as envie de penser et de le dire, mais tu n'as plus le droit de dire ou d'être en désaccord avec la doxa officielle. Et ça, c'est effectivement extrêmement grave. Et ce que tu cites de Macron, bon, que je n'ai pas regardé parce que j'ai mieux à faire qu'à écouter cette personne qui dit blanc, vert et rouge en fonction de l'interlocuteur qu'il a en face de lui, ne m'intéresse guère. Alors, attention quand même sur cette notion de d'énoncer le principe. Je pense quand même qu'il y a un lieu où les énoncés des principes doivent exister, c'est bien le préambule de la Constitution. Et ces principes, on peut essayer de les objectiver, et notamment dans le cadre du droit naturel, mais pas seulement, hein, même dans le droit positif. On peut essayer de les objectiver, mais ils ont une dimension subjective quasiment irréductible, malheureusement. On peut le réduire. Et d'ailleurs, je dirais que c'est très amusant que tu cites le théorème de Pythagore, puisque le théorème de Pythagore, justement, on est dans le champ des mathématiques, et tu parles de quelque chose d'aussi concret que le théorème de Pythagore. Mais les mathématiques ne sont pas, enfin, à mon sens, ne sont même pas une science, si tu veux, elles sont
une construction abstraite dont la pertinence relève seulement du bon choix des axiomes de départ. Et donc, si on choisit d'autres axiomes, eh bien on peut faire une construction abstraite complètement différente. Donc, c'est tout sauf concret. Donc, il faut faire, voilà, je dirais, faire très attention au fait, notamment aussi, que la science est un processus évolutif et qu'une vérité est améliorée et renforcée par une vérité qui poussera plus loin notre connaissance au fil des recherches scientifiques. Voilà sur cette charte de l'environnement pour ma part. Jean-Charles. Oui. Bon, écoute, comme toi, Luc, j'achoppe directement effectivement sur le mot inspire. Pour moi, mais c'est une vision globale en fait qui s'ensuit à partir de l'utilisation, le jugement global que j'aurais par rapport à cette charte, par rapport à l'utilisation du mot inspire. C'est-à-dire que j'ai toujours dit au détour de toutes nos conversations sur cette charte, c'est que en fait, cette charte, pour moi, elle est d'un niveau scolaire lamentable. Enfin bon, ça pourrait être des élèves de CE2 ou CE1, CE2 qui auraient pu l'écrire avec le cœur sur la main, en essayant de mettre en œuvre une société qui serait en relation et en respect de la nature, etc. Et puis on a tous les poncifs. On a au détour de cette charte et beaucoup de poncifs. Mais il y a quand même quelques garde-fous que l'un et l'autre avaient retenus. C'est qu'il ne faut surtout pas entamer la société actuelle, la société industrielle, la société basée sur des règles commerciales, la société où l'homme est un loup pour l'homme, etc. Enfin, toutes ces données dans cette société qui a tendance, de par ce qu'elle produit, ce qu'on voit, ce qu'elle produit depuis quand même quelques centaines d'années, c'est effectivement d'aller à l'encontre des lois naturelles, ou en tout cas entamer l'environnement d'une façon assez délétère, pollution, etc. Mais ça, on est tous au courant. Mais ce genre de figure de style en utilisant inspire, par exemple, c'est une façon de ne pas trop prendre le risque d'entamer d'une façon certaine et affirmée la marche de la société actuelle dont je viens de parler, c'est-à-dire cette société commerciale, productiviste, capitaliste, industrielle, etc., qui concourt à notre confort certainement, et tout n'est certainement pas à jeter, mais les efforts que voudraient faire donc les écologistes qui justement inspirent cette rédaction, l'effort de cette idéologie ce genre de mots inspire, participe surtout de ne pas que cet effort soit trop affirmatif, prégnant, ayant source de conséquences réelles sur cet ordre industriel, capitaliste, etc. Bon. Voilà, ça c'est ce qu'on peut penser d'inspirer. Et d'ailleurs, je me souviens lorsque, je vais afficher de nouveau la charte sous mes yeux, je me souviens lorsque nous étions en train de discuter des considérants, hein, puisque Christian a rappelé que cette charte était écrite en deux parties. Il y a, je ne sais plus, 7 ou 8 considérants et 10 articles. Luc avait bien souligné, et on en était bien d'accord, que tous les considérants de départ étaient une sorte d'affirmation d'une ambition un petit peu scolaire, naïve, gentille, de la nécessité de correspondre à une idéologie qui respecte la nature. Et grosso modo, on pouvait être comme ça à la première lecture plus ou moins d'accord, bien qu'on pouvait contester certaines orientations. Mais le dernier considérant, c'est
qu'afin, il est inscrit, je le cite, ce considérant, qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Donc, tout d'un coup, on a effectivement, comme l'a souligné Christian, tout un début qui ne parle que d'environnement, et puis tout d'un coup, comme une espèce de truc évident, absolument pas démontré, on introduit le mot de développement durable, qui, comme l'a souligné encore une fois Christian, n'est pas défini, n'est pas cerné d'une façon enfin plus ou moins précise. Non, rien du tout, ça arrive comme ça. Et Luc avait bien souligné que l'objectif de cette charte était justement de conjuguer le développement durable et cette idéologie tournée vers la nature, etc., et la société actuelle qui, elle, tente à se développer au détriment, justement, trop souvent, de la nature et de l'environnement. Donc, on voit une espèce d'hypocrisie en fond de la rédaction de toute cette charte, c'est-à-dire qu'on a là où on pourrait écrire des phrases définitives ou en tout cas qui auraient une efficience sur la réalité des choses, on prend toujours bien soin de rester flou et de ne pas être trop intrusif par rapport à la société dans laquelle on vit, et que surtout que les lois environnementales n'en soient pas de véritables, mais soient des espèces de bornes auxquelles on pourrait s'accrocher au gré des nécessités, mais surtout pas au gré des exigences. Voilà, bon, ça c'est l'avis que j'en ai. Donc moi, de toute façon, cette charte, c'est dramatiquement faible. Qu'est-ce que je pourrais commenter? Alors, sur la genèse de la charte, donc Christian a fait tout un historique dont on n'avait pas connaissance, c'est très bien qu'il l'ait fait, un historique sur la genèse de la charte. On voit qu'en fait, cette charte, de la façon dont elle a été faite administrativement, hein, les procédures qui l'ont amené à l'avoir catapultée dans le bloc constitutionnel, toutes les procédures qui ont précédé, d'après ce que nous a expliqué Christian, la rendent caduque, d'une façon claire et nette, quoi. Si tout ce que Christian a pu dire est conforté juridiquement, etc., on a vraiment le sentiment que cette charte est une escroquerie en elle-même, la façon dont elle a été propulsée. Donc voilà, je souligne et je me mets dans la ligne que Christian a décrite. Si tout ce qu'il a décrit est véritable, on peut tout à fait considérer que cette charte est caduque. Mais pour autant, nous sommes de pauvres citoyens qui devons subir des décisions qui passent par-dessus nos têtes, et on est donc en train de, malgré tout, la commenter. Ensuite, dernier article sur les considérants. Oui, ça, je l'ai dit. Propagande. Voilà. Bon, écoutez, voilà, c'est... ah oui, sur la responsabilité pénale. Et ce que dit Christian aussi, ce que décrit Christian sur les punitions, enfin voilà, les mises en cause qu'on pourrait avoir envers les responsables qui justement écrivent ce genre de choses. Disons que tout le discours de Christian là pour le coup pourrait être valable pour tous les écrits d'une certaine façon. On pourrait explorer comme il l'a fait d'ailleurs d'autres domaines constitutionnels et d'écriture de loi, etc. Et on pourrait même peut-être en faire l'objet d'une discussion ouverte et plus dédiée à cette question de la responsabilité pénale. Mais effectivement, on voit que l'hypocrisie, la faiblesse, le flou de la rédaction de cette charte
peut tout à fait au moins valoir réprimande à l'endroit des rédacteurs. Et ensuite, il y a une autre chose qu'on peut dire, c'est que le code de l'environnement qui découle de cette charte de l'environnement fait 2200 et quelques pages, encore vérifiées. C'est un pavé monstrueux qui, bon, à le voir et à le regarder, à le parcourir, on va dire, c'est encore une sorte de crime démocratique, quoi, que d'avoir une telle complexité dans la rédaction des lois, et on en parle souvent ici, le nombre d'articles de loi, et là on arrive à 2270 pages, le code de l'environnement, alors qu'on est juste en train de parler du respect de la nature. Ça, tout le monde, on peut en être d'accord. Après toutes ces histoires de prolongation à travers le développement durable, on voit bien qu'il y a vraiment beaucoup d'hypocrisie et de volonté contradictoire et qui s'exprime à travers tout cet objet constitutionnel. Voilà. Merci beaucoup. Christian, pour une conclusion. Chaque fois je dis, j'aime pas le terme de conclusion. Je reprends la parole. J'ai pas à conclure. Voilà. Alors, bref. Je suis un peu surpris que vous vous achopiez comme ça sur le mot inspire. Alors, sur le fond, oui, bon, il devrait y avoir autre chose. Mais bon, la charte dit, voilà, que l'action du gouvernement, lorsqu'il va en Europe et à l'international, elle doit être inspirée par cette charte. Pourquoi pas? Je vois pas le problème. Alors, il pourrait y avoir une volonté, mais là, on est. Imprécision. On est sur le fond. Non, c'est pas imprécis de dire inspire. Inspire, ça veut dire que ça inspire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de demander à tout le monde de vouloir imposer ce que nous avons écrit nous en France dans la charte, mais on doit toujours penser à ça, on doit inspirer. Donc, on peut ne pas être d'accord avec le fait que les représentants de la France en Europe et dans d'autres pays, lorsqu'ils interviennent dans des domaines, dans tous les domaines finalement, puisque l'article 6, je crois, dit que tous les domaines doivent être impactés par le développement durable, donc par la charte de l'environnement, on pourrait effectivement souhaiter que dans l'article 10, on dise que les mandataires de la République française sont tenus de faire accepter ou d'intégrer les principes de la charte lorsqu'on discute d'un accord international, et que si ce n'est pas le cas, ils s'en vont. Voilà, on pourrait avoir cette radicalité. Voilà. Mais ça, je pense que c'est un autre débat. Sur simplement la clarté, la précision ou la cohérence d'utiliser le verbe inspirer, je pense que c'est clair, ça inspire, pas plus. Je pense que c'est précis, c'est-à-dire clair, c'est-à-dire qu'on comprend. Si c'est précis parce qu'on dit oh ça doit inspirer mais pas plus, donc c'est précis. Bon, et c'est pas incohérent non plus avec quoi que ce soit, à moins qu'on m'en apporte le contraire. Donc, je ne suis pas d'accord pour mettre un veto tout au moins dans le cadre méthodologique que nous avons retenu, c'est-à-dire sur la rédaction elle-même. Voilà. Ensuite, oui, je voudrais en remettre une couche quand même sur cette histoire de Pythagore. J'ai fait la comparaison entre développement durable, entre vendre le développement durable et puis vendre le terme de Pythagore, en disant d'un côté on vend une réalité et de l'autre côté on nous vend quelque chose qui
qui n'est pas réel, voire qui est faux, comme si c'était le théorème de Pythagore. Et Luc nous dit, mais le théorème de Pythagore, c'est jamais que des mathématiques. Les mathématiques, c'est pas une science, c'est une convention abstraite pour ensuite faire de la science. Oui, enfin, le théorème de Pythagore... C'était une toute petite remarque, un petit bémol, c'est pas une critique forte. Non, mais ça va plus loin, parce que moi, je tiens mes mathématiques. Voilà. Et le théorème de Pythagore, il nous permet de calculer la longueur d'une diagonale lorsqu'on a deux côtés d'un triangle rectangle. Bon. Et finalement, qu'est-ce que fait le développement durable? C'est ça. Il fait une diagonale, hein, parce qu'on a deux côtés. Un côté, c'est l'énergie, les ressources énergiques. L'autre côté, hein, j'ai fait là, on a un côté ici, c'est l'énergie, hein, en ordonnée, c'est bien, en abscisse, de toute façon, en fait, un repère orthonormé, mais on peut dire que c'est un triangle rectangle. On a les ressources minérales et la diagonale, bon, c'est une image, hein, c'est le développement durable. Et Solow, Robert Solow, il ne fait pas autre chose, hein, il met la croissance en équation. Et la croissance, pour avoir la croissance, c'est ça, plus le capital multiplié par l'âge du capitaine, poum, et puis on a la croissance. Donc, ils nous vendent de la croissance comme une équation mathématique. En disant, il n'y a pas de problème, c'est le développement durable. Si on met l'énergie qu'il faut, c'est-à-dire l'énergie limitée, si on met les matières qu'il faut, c'est-à-dire les minerais illimités, on va avoir un développement durable. Donc, ma comparaison au théorème de Pythagore n'était pas fortuite. C'est introduire en fait de la mathématique, hein, dans quelque chose, qui n'est pas de la mathématique, puisque l'économie, alors, bon, beaucoup l'ont dit, Roegen l'a dit et redit en introduction, l'économie n'est pas une science, hein, bon, il était mathématicien et économiste, alors, vous pouvez dire, Cochet aussi, il est mathématicien et économiste, bon. Et donc, il faut bien faire la différence. Or, on nous vend une économie, je dirais, de bazar, hein, comme une science. Et alors, bon, c'est peut-être même une troisième forfaiture, hein, c'est-à-dire utiliser bénéficier du fait qu'aujourd'hui il y a une religion du citoyen moyen vis-à-vis de la science, hein, le scientisme, bon, et utiliser ce credo absolu du citoyen de la science en disant, voyez, la croissance, donc le développement durable c'est la croissance infinie, la croissance durable, éternelle, eh bien c'est un théorème scientifique. Voilà pourquoi j'ai fait un théorème scientifique qui est basé sur une équation mathématique. Voilà pourquoi j'ai utilisé ça. Excusez-moi, mais j'ai vraiment, il y a quelque chose sur le mot inspire. Je vais revenir sur le mot inspire. Et sur cet article, je ne sais pas, une charte, c'est quelque chose de solennel, un appel à respecter quelque chose et un certain nombre de propositions et d'écrits, d'idées inscrites dans la charte. Donc cet article 10, si vraiment il était à la hauteur de la stature nécessaire à une telle charte et aux gens qui l'écrivent et aux gens qui devront l'appliquer, elle devrait être écrite comme ça, comme suit. L'action européenne et internationale de la France respecte cette charte, cette présente charte. Et là, on nous dit, la présente charte inspire l'action européenne. Voilà, il y a une différence entre l'exigence, le mot charte, l'exigence normalement solennelle qu'on met dans une charte, et justement ce dernier article qui démontre absolument toute la faiblesse morale, mentale des gens qui se prétendent être les héros de l'environnement, machin, pour la France et du développement durable, etc. Et il termine par ce petit écrit, enfin ce mot insipide, inspire. Donc effectivement, on comprend bien ce que veut dire inspire, mais il n'est pas à la hauteur des objectifs d'une charte. Voilà. Alors, je voudrais quand même pas me faire l'avocat du diable, mais en fait, j'aime bien être précis puis ergoté dans le bon sens du terme. Précisément, une charte, c'est pas ce que tu dis, à mon avis. Hein. Voilà. C'est-à-dire que si on appelle charte, c'est qu'on l'appelle pas constitution, on l'appelle pas règlement,
On l'appelle pas directive, on l'appelle pas ordonnance, on l'appelle charte. La Magna Carta, bon, ça inspirait. C'était pas une charte, contrairement à une directive, une ordonnance, n'est pas un catalogue de mesures extrêmement précises et coercitives. C'est justement quelque chose qui donne des grandes lignes, donne des inspirations. Donc, je pense que l'appellation charte. Pas ça une charte, hein. Ah, mais si, enfin bon. Ah non. Alors, voilà. Moi, ce que je pense, et on peut penser différemment. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on appelle la Constitution? Pourquoi on appelle une déclaration? Pourquoi on appelle une charte? Pourquoi on appelle une ordonnance? Bon. Les chartes. Alors, je voudrais qu'on me cite, par exemple, puisque on me dit qu'une charte, c'est pas ça, qu'on me cite une charte qui a un caractère extrêmement précis, extrêmement. Ah, mais solennel, oui! Non, mais solennel. Non, mais, le côté solennel, je ne le conteste pas. Hein, bon, le discours d'un curé, c'est solennel aussi. Bon, mais le discours du curé n'a rien à voir avec le réquisitoire d'un magistrat du parquet. Voilà, ça n'a rien à voir. Bon. Donc, une charte, c'est effectivement quelque chose de solennel, on est bien d'accord, mais ça n'est pas forcément, et je dirais même que on utilise le mot charte pour un ensemble une charte, c'est un peu un prêche, hein, voilà. Sinon, on a le mot aussi cahier des charges. Alors, cahier des charges, c'est extrêmement précis, puisque dans le commerce, et dans les activités industrielles commerciales, un cahier des charges, c'est quelque chose qu'il faut absolument respecter. Parce que si on ne respecte pas le cahier des charges, eh ben, on peut casser le contrat. Et lorsque Jean-Charles propose de réécrire l'article 10 en disant respecte, respecte, effectivement, ça veut dire que les mandataires français, quand ils vont négocier donc un traité international, s'il y a quelque chose qui ne respecte pas la charte, ils s'en vont. Voilà. Bon. Et ça, c'est plutôt le cahier des charges, plutôt que la charte. Donc voilà, après. Une charte, généralement, ça se signe et co-signe, c'est ce qui était bien indiqué. Justement, c'est quasiment, c'est un autre mot pour contrat, quasiment. Charte. Ah non. Ben, enfin bon. Non, c'est pas ce qui est écrit, c'est pas ce que tu affiches. Hein. Tu affiches, c'est un écrit solennel, voilà. Mais quant au caractère, parce que je crois qu'on a vu le droit des obligations, on a parlé il y a quelques séances, je ne sais pas si c'est dans le cadre du CRC, du droit. Oui, c'est à propos du contrat. Oui, c'est donc dans l'anthropologie de la loi. Le contrat fait partie du droit des obligations. Le contrat, quelque chose qui engage réellement les parties. Alors, la charte, si c'est un contrat, ça veut dire que disons, les agents du ministère des Relations extérieures auraient un mandat impératif. Or, le mandat impératif, il est interdit par la Constitution, par l'article 27, je crois. Bon. Et donc, un mandat impératif, on ne sait pas ce que c'est, encore moins quand il s'agit d'une charte qui inspire. Et donc, je pense que manifestement, en tout cas, l'appellation charte, voilà, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas très contraignant. C'est pour ça qu'on l'a appelé charte. Bon, bah, nous resterons, comme disait, je ne sais plus dans quel film, mettons-nous d'accord sur un désaccord. Oui, restons là pour aujourd'hui, si vous le voulez bien. Merci, messieurs. Je vais arrêter l'enregistrement. Ouais, parce qu'on est déjà à plus d'1 heure. Hein. Oui, mais c'est bien. Hein. Oui, c'est bien.